Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. Léo Manfred est fasciné par la femme qui est arrivée au volant de la Duesenberg noire. Elle a le maintien d'un mannequin ou peut-être d'une danseuse. Elle a les chevilles, les jambes, la démarche d'une danseuse. Léo s'extirpe dessous la voiture sur laquelle il travaille afin de l'examiner de plus près. Elle est entièrement vêtue de blanc, chapeau blanc au large rebord comme pour dissimuler son visage d'écolière, robe blanche suffisamment ajustée pour mettre son corps en valeur, chaussures blanches à talons aiguilles. Mais il y a plus que sa mise et son maintien. Cette jeune femme a quelque chose d'étrange, presque de mystérieux. Et le mystère s'accorde mal avec la graisse et la crasse du garage Wagner. Léo se remet debout. Karl Wagner, son patron, qui s'intéresse plus aux moteurs qu'aux femmes, quelles qu'elles soient, lui cache le visage de la jeune fille en blanc, mais la voix de cette dernière, lorsqu'elle parle, est délicieusement douce. « Monsieur Wagner, demande-t-elle, pouvez-vous me dire quand ma voiture sera prête? »« Bah, c'est un gros moteur, Miss River, répond le garagiste, les yeux fixés sur la voiture. Il faut que tous les cylindres soient synchronisés. Votre père est toujours très pointilleux à cet égard. » Karl Wagner essuie distraitement ses mains maculées de cambouis sur son bleu de travail et lève la tête en regardant Léo. « Mon aide va vous reconduire chez vous. Vous pouvez dire à votre père que nous lui ramènerons la voiture dès qu'elle sera prête. » Apparemment indifférent, Léo s'installe au volant de la voiture de son patron. Il ne sait pas encore comment il va la saisir, mais il sait déjà que vient de se présenter à lui la chance de sa vie, l'occasion unique qu'il ne laissera pas échapper. Une fois passé le boulevard, Léo s'engage dans les collines sur les indications de Miss River et 20 minutes plus tard, après avoir parcouru une longue allée privée, la Pontiac s'arrête devant le perron d'une immense villa du plus pur style hollywoodien dans ses débuts. Oh, elle a dû coûter un bon petit matelas de billets, songe Léo. Un jardinier s'affaire non loin sur une pelouse de la taille d'un pré. L'endroit a cependant quelque chose de défraîchi, d'un peu nostalgique. « Mais je connais cette maison !» s'écrie-t-il au moment où il accompagne sa passagère jusqu'à la porte. « Je l'ai vue en photo, mais oui, je l'ai vue en photo ! C'est la maison que le grand directeur de film, Gavin River, a fait construire pour sa jeune femme, Monica. » « La maison s'appelle Manvere », dit la jeune femme en blanc en sortant une clé de son sac qu'elle insère dans la serrure. « Si vous êtes Miss River, alors vous êtes la fille de Monica Parrish !» s'exclame Léo. « C'est pas étonnant que j'ai pas pu vous quitter des yeux. »« Non, proteste-t-il en voyant qu'elle lui tend un billet de $1. Je peux pas accepter d'argent de vous. Votre mère était une de mes idoles. Je suppliais mon oncle de me donner des sous. Oui, mon oncle, parce que j'étais orphelin. De me donner des sous pour aller au cinéma chaque fois qu'on passait un Monica Parrish. J'avais 11 ou 12 ans à l'époque. Mais jamais, jamais je n'ai manqué un film de votre père et de votre mère. » La porte se referme avant que Léo puisse en dire davantage. Mais il devine qu'elle sourit dans l'ombre du chapeau. De retour au garage, il bombarde Karl Wagner de questions. Il veut tout savoir sur la famille de cette jeune fille. Le garagiste évoque quelques souvenirs d'un ton rêveur. « Oh, Gavin River n'a pas eu de chance. Alors qu'il atteignait les sommets de son art, il s'est brisé la colonne vertébrale en jouant au polo. Il s'est retrouvé dans une chaise roulante. Après 2 ans à l'hôpital, il a essayé de faire sa rentrée, mais tout avait changé. Il a essuyé 2 échecs et il a pris sa retraite. »
Et Monica Parrish? Leur carrière était liée, dit Wagner. Je crois que finalement, elle a divorcé, qu'elle a épousé un comte, je ne sais plus quoi, à moins qu'elle soit donnée à la religion hindoue, je sais pas. Enfin, qu'est-ce que ça peut faire, hein? Les étoiles montent et tombent, Léo, mais un bon moteur. Déjà, Léo ne l'écoute plus. Sur la foi de ses observations personnelles et des quelques informations glanées auprès de son patron, son esprit fertile et tortueux est trop occupé à concocter un plan qui pourrait lui permettre, tout en faisant fortune, d'épouser une des plus jolies filles du monde. « Je conduirai la voiture quand elle sera prête », dit-il simplement. La première partie de son plan se déroule comme dans un rêve. C'est la jeune femme en blanc elle-même qui vient lui ouvrir la porte et, sous prétexte de lui faire vérifier le ronronnement du moteur, il l'emmène se promener en voiture, ce qui lui permet de commencer à la charmer par sa conversation. Au retour, au moment de rentrer la voiture au garage, il simule une petite panne, ce qui lui donne un petit supplément de temps et lui permet de faire la connaissance du père de Miss River, un homme impressionnant, même dans une chaise roulante. Quand il le faut, Léo peut parfaitement affecter l'humilité. En sa présence, le regard de River ne tarde pas à s'illuminer. Pendant un moment, l'ancien acteur va évoquer des souvenirs du passé, tandis que Léo peut observer la jeune fille à son gré, pudiquement dissimulée par sa grande capeline. Quand la conversation s'amenuise, Léo prétexte qu'il s'est sali les mains en tripotant le carburateur pour s'attarder encore un peu. « Monica va vous conduire jusqu'à la salle de bain », dit courtoisement son hôte, comme il l'espérait. Ainsi, la jeune fille s'appelle Monica, comme sa mère. Le cerveau de Léo enregistre fidèlement l'information dont il va bientôt se servir. En effet, l'occasion se présente quelques minutes plus tard quand il redescend dans le hall. Alors qu'il est tombé en arrêt devant une photo du couple River-Parrish, survient la jeune fille dans la pénombre. Le cœur battant, il hésite un instant. « Et si elle me jette dehors ?» songe-t-il. De toute manière, d'ici une minute, elle va me raccompagner à la porte, autant tenter ma chance avant. Alors, il la prend par les épaules et l'attire contre lui. Pendant quelques secondes terrifiantes, il se demande si elle va hurler ou s'abandonner entre ses bras. Mais finalement, elle s'abandonne. Nous ne connaissons pas encore la totalité du plan conçu par Léo, mais la première phase semble se dérouler selon ses prévisions. Qu'en sera-t-il de la suite? La réponse d'ici quelques instants. Sûr de lui et de son charme, un jeune garagiste, Léo Manfred, a décidé de séduire Miss River et qu'il croit la fille de deux anciennes stars du cinéma hollywoodien. Il s'intéresse moins aux traits de la jeune femme, qui porte par ailleurs toujours de grands chapeaux, qu'à la fortune de son père, un homme âgé qui, à la suite d'un accident, ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant. La première phase du plan de Léo semble s'accomplir selon ses vœux. À sa première tentative, la jeune fille s'est laissée embrasser. La rapidité de sa conquête n'étonne pas Léo. Monica River a été suffisamment bridée pour qu'un homme capable de saisir sa chance au vol la trouve prête à être cueillie. Sa cour se révèle plus facile qu'il n'avait osé l'espérer. D'abord, il se retrouve plus ou moins furtivement dans des endroits écartés et discrets où Monica a plaisir à s'asseoir dans des box à demi obscurs ou à des tables éclairées seulement à la bougie. Elle fuit les clubs à la mode et les lumières vives, ce que Léo trouve à la fois rafraîchissant et économique. Fort heureusement, la Duesenberg présente sans trop tarder de nouveaux ennuis mécaniques. Léo peut ainsi se rendre à nouveau à Montverde où il s'affaire sur le moteur pendant que Gavin River l'observe de sa chaise roulante, heureux de lui donner des ordres et d'évoquer le passé.
Un homme dans une chaise roulante. La situation comporte d'intéressantes possibilités, étant donné surtout que le terrain sur lequel cette chaise est utilisée surplombe la ville et que le sol est à la fois inégal et mal entretenu. À l'évidence, le jardinier ne s'occupe que du devant de la maison. Au cours d'inspections ultérieures, Léo s'aperçoit que l'arrière est dans un triste état, y compris le patio où River aime tant se dorer au soleil et qui domine de quelques 70 mètres une autoroute. Dans ce patio, Léo se livre à une expérience à l'aide d'une vieille boule de croquettes qu'il trouve dans le garage. Il se rend compte ainsi qu'il y a une nette pente en direction du vide avec, pour seul obstacle, une murette de stuc, très basse et branlante. Comme il s'arrache à l'observation minutieuse de cette murette branlante, Léo découvre que Monica, à quelques mètres, l'observe dessous l'ombre de son chapeau de paille à large bord. Il se montre immédiatement à la hauteur de la situation. « J'espérais bien que vous me suivriez ici. Il fallait que je vous voie seul. Ça ne peut pas durer comme ça, Monica. Je ne peux pas continuer à vous voir, vous entendre, vous toucher sans jamais vous posséder. Je veux vous épouser, Monica. Je veux vous épouser sans délai. » Léo a une façon particulière de prononcer ce sans délai qui laisse toujours les femmes quelque peu pantelantes. Monica River ne fait pas exception. Elle s'accroche à lui avec soumission et promet de parler à Gavin River dès qu'elle le pourra. 2 jours plus tard, Léo est officiellement convoqué dans la galerie de Montvert et Gavin River le reçoit au milieu des sacro-saintes photos de sa carrière d'acteur à côté de l'Oscar rutilant dont il lui a si souvent parlé. Monica se tient discrètement dans l'ombre, derrière la chaise roulante. Elle a bien plaidé sa cause. Gavin River est d'accord pour le mariage, à une condition cependant. Vous voyez autour de nous les souvenirs de gloire passée. Je sais que cela peut vous paraître stupide, mais, mis à part leur valeur sentimentale, ces reliques attestent que Monica est habituée à un certain train de vie. J'espérais faire en sorte qu'il en soit toujours ainsi, mais depuis mon accident, les compagnies d'assurance refusent de m'assurer sur la vie. Je dois être sûr que Monica sera protégée quand je quitterai ce monde. Si vous êtes en assez bonne santé pour passer la visite médicale et obtenir une police d'assurance sur la vie de 50 000 $ au bénéfice de Monica River, je consentirai au mariage. Autrement, non! Vous pouvez vous adresser à n'importe quelle compagnie d'assurance, ajoute River, à condition bien sûr qu'elle jouisse d'une bonne réputation. Monica, ma chérie, notre vieil ami Jeremy Hodges ne représente-t-il pas la Pacific Mutual? Regarde donc un peu si sa carte n'est pas dans mon bureau. La carte est dans le bureau. Je peux téléphoner et prendre rendez-vous si vous le désirez, conclut River. Mais si vous allez trouver Hodges, de grâce, pour la fierté d'un homme âgé, ne lui dites pas la raison qui vous fait agir ainsi. Je ne veux pas que l'on aille colporter que Gavin River en est réduit à passer des marchés. Sa voix se brise. Les choses sont donc plus avancées que Léo n'osait l'espérer, ce qui va tout faciliter. Léo accepte la carte et demande à Gavin de bien vouloir lui prendre rendez-vous. Il peut bien céder aux caprices d'un homme âgé qui n'en a plus pour longtemps à vivre. Doté par mère nature d'une constitution robuste, Léo obtient sa police d'assurance sans aucune difficulté. River se déclare satisfait et on décide d'une date pour le mariage. Il ne reste plus qu'à discuter dans le détail des projets d'une très simple cérémonie dans la plus stricte intimité et de la lune de miel. C'est précisément ce que Léo, son futur beau-père, et sa future épouse sont en train de faire dans le patio par cette belle après-midi ensoleillée, tandis que River parle, évoquant le souvenir de sa propre lune de miel à Honolulu. Monica pousse sa chaise roulante. Elle étrenne un nouveau chapeau à large bord qui protège son visage des rayons qui dardent. L'air est chaud, mais une forte brise souffle de l'extrémité du patio, à l'endroit où le sol part en pente douce vers le précipice. À un moment donné,
Monica lâche la chaise pour retenir son chapeau, et la chaise roule de quelques 30 centimètres vers le bord du patio avant qu'elle ne la rattrape. Léo contrôle son émotion pour un peu. Son rêve se réalisait sans aucune intervention de sa part. L'idée lui traverse l'esprit que Monica s'est peut-être montrée plus perspicace qu'elle ne l'a laissé supposer le jour où elle l'a surpris près de la murette. Se pourrait-il qu'elle ait envie, elle aussi, de se débarrasser de Gavin? Parvenue maintenant à l'extrémité du patio, elle fait exécuter un demi-tour à la chaise. Rivers continue à bavarder. Là, sans doute, Monica s'est assise sur la murette pour se reposer. Léo se retient pour ne pas crier. « Un véritable Éden pour deux jeunes amoureux !» poursuit Gavin. « Je me souviens !» Sans que Monica s'en aperçoive, occupée qu'elle est à arranger les plis de sa jupe, la vieille murette a craqué sous son poids et commence à pencher en direction du précipice. Léo s'avance rapidement. Tout va de travers. Monica est son contrat d'achat pour Monvert et voici tous ses biens magnifiques en équilibre au bord d'un précipice. La fissure s'élargit. Attention! Personne ne connaîtra jamais les mots que Léo Manfred allait prononcer ensuite. Sa phrase s'achève en gémissement, car Gavin Rivers, ayant au même instant, comme dans un rôle appris d'avance, déplacé sa chaise en l'agrippant par les roues, Léo se cogne dans la dite chaise et, ce faisant, il perd l'équilibre à l'extrême bord de la murette, croulante. Au même moment, Monica se lève pour rattraper son chapeau que le vent emporte. Dans un brouillard, Léo l'entrevoit tourner vers lui, tandis que, la tête la première, il plonge vers l'éternité. En de telles circonstances, le temps suspend son cours comme sur les horribles photos de la galerie des gloires passées de Gavin Rivers. En cet instant épouvantable, Léo voit ce qu'il n'a pu remarquer auparavant parce qu'il était trop centré sur lui-même. Il voit le visage de Monica Rivers, sans chapeau et sans ombre. Le visage d'une femme déjà âgée, mais qui sourit d'un air satisfait. Léo Manfred n'a plus l'heure de mesurer la distance de façon exacte, mais il y a largement plus de 70 mètres jusqu'à l'autoroute qui passe en contrebas. En matière de police d'assurance portant sur des sommes élevées, la Pacific Mutual se livre toujours à une enquête très poussée. Jeremy Hodges, étant un vieil ami, se montre extrêmement arrangeant. Il signale que le jeune homme a insisté pour que Monica Rivers soit la seule bénéficiaire de son assurance et refusé d'en donner la raison. « C'est une question personnelle », a-t-il déclaré. « Qu'est-ce que ça change ?» Ça ne change rien pour Hodges lorsqu'une prime aussi importante est en jeu. « C'est très touchant !» déclare Gavin Rivers. « Nous connaissions ce jeune homme depuis si peu de temps. Il m'avait ramené mon automobile du garage et depuis, il se consumait d'admiration pour Monica. » Monica se tient debout près de l'Oscar. Elle sourit doucement. Il m'a dit que, petit garçon, il était un grand admirateur de Monica Parrish. Jeremy tend le chèque de l'assurance à Gavin, puis baise galamment la main de Monica. « Nous sommes tous des admirateurs et des petits garçons en présence de Monica Parrish. Mais comment faites-vous, ma chère? Quel est votre secret? Les années agissent sur Gavin comme sur moi, mais semblent ne même pas vous effleurer. C'est un pieux mensonge. Les années l'ont touchée. Près des yeux, qu'elle aime garder dans l'ombre. Près de la bouche, qui se durcit parfois, comme c'est le cas lorsque Jeremy partit. Gavin examine le chèque. « Une grande tragédie, » dit-il sur le mode méditatif. « Mais comme tu me l'as expliqué lors de la répétition, ma chérie,
En fait, c'était son idée à lui. Et cet argent ne nous fera pas de mal. Je vais me mettre en quête d'un bon scénario. Monica Parrish écoute à peine. Gavin peut avoir ses rêves. Elle a eu sa revanche. Elle redresse fièrement la tête. La critique se serait montrée unanime, dit-elle. J'ai été magnifique dans la scène de la mort. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Raphaël Mariat. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.